Et bonsoir, c'est Fred de la chaîne Indécent Podcast et on est ce soir à Thionville dans la librairie Isler BD Bis qui est juste à côté, et on reçoit avec une extrême gentillesse de sa part Estelle Faye. Donc bonsoir Estelle, est-ce que tu peux nous alors pour commencer en douceur ce petit entretien, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours et comment tu es tombée dans la marmite de l'imaginaire, pour faire simple? En fait, pour moi, l'imaginaire, c'est vraiment ma culture de base. C'est-à-dire que quand j'étais môme, j'adorais les contes et légendes. Le premier dessin animé qui m'est vraiment marqué, c'est Black Cauldron, Taram et le chaudron magique. Alors surtout pour le roi sorcier, parce que ça, je me souviendrai, un de mes premiers grands moments de cinéma, c'est de voir le roi sorcier sur ses marches, qui apparaît d'abord comme une ombre, et puis il a ses yeux rouges, et puis il descend les marches. Et alors l'autre moment, c'est les morts vivants qui sortent du chaudron avec cette espèce de fluide vert. Et puis il y avait des marécages, donc maintenant j'adore les marécages. Je mets des marécages dans beaucoup trop de livres. C'est vrai, on en reparlera d'ailleurs. Oui, d'accord. Et avec plaisir. Et donc vraiment ça, c'est un de mes grands premiers moments en fait d'imaginaire. Et puis lire de l'imaginaire, ensuite il y a eu Le Seigneur des Anneaux. Et aussi quand j'étais en CM2, j'avais un instituteur qui lui était très très classique, donc chaque fois que j'osais mettre de l'imaginaire dans un dessin, dans une rédaction, c'était paf, punition quoi. Et il y a eu un moment super, enfin pas pour lui hélas, donc désolé, mais pour moi, c'est qu'à un moment il a été malade et il a eu un remplaçant. Et ce remplaçant nous a fait voir Excalibur de Boorman. Et là tout à coup, pareil, enfin les brumes, les marécages, il y avait des marécages aussi dans Excalibur, ouais, il y a une sorte de thème. La musique, et ça m'a fait un effet tellement fort que pendant des années, j'ai pas osé le revoir parce que j'avais peur que ça soit moins fort que cet effet-là. Bon, après, il y a quelqu'un très bien qui m'a poussé à le revoir, il a eu raison. Donc, remerciements spéciaux à Fabien, mon co-auteur pour Hollywood Monsters, c'est lui. Et quand je l'ai revu, je me suis repris une claque en pleine figure, et c'était juste trop beau. Et maintenant, il y a des moments où je le revois, et j'avoue, je fais un truc qui est mal, mais tant pis. Il y a des moments où je le revois en me repassant certaines scènes en boucle, celle du brouillard au début, celle de l'adouement dans les fossés, et je chiale à chaque fois. Et bien sûr, donc celle des marées, et de Lancelot qui est devenu fou, et là, c'est trop beau. Et j'aime tellement ces scènes. Voilà. Et puis aussi, grosso modo, à la fin du primaire, j'ai découvert une des autres grandes passions de ma vie. J'ai découvert le jeu de rôle avec mes premières boîtes de l'œil noir où on découpait les petits personnages avec les plateaux et tout. Et ça, c'était super génial. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi, avec mes potes, on est tombé sur l'œil noir. Mais on a essayé 2-3 autres trucs. Et parce que l'œil noir, en fait, à l'époque, c'était un des rares qu'on trouvait en grande surface, qui n'existe plus maintenant. D'accord. Franchement, alors là, j'ai zéro idée. On en a essayé un peu d'autres, mais on revenait tout le temps sur l'œil noir. Bon, il faut dire, un des autres qu'on a essayé, c'est JRTM. Voilà, le jeu de rôle des Terres du Milieu, célèbre pour ses fiches de personnages qui prenaient 3 jours à remplir et où limite on mettait notre niveau en vannerie, même si ça servait jamais dans l'histoire. Donc j'ai un peu essayé Donjons et Dragons, mais finalement, je sais pas, on revenait toujours sur l'œil noir. C'était un peu notre doudou à nous, en fait. Et puis très vite aussi, je suis devenue maître de jeu parce que c'était vraiment ça qui m'intéressait en fait. Et puis surtout de voir de préparer plein d'embranchements pour voir quels embranchements en fait les joueurs allaient prendre. Et j'avais fait alors des premières grandes parties que j'avais préparées d'histoires que j'avais vraiment créées moi. C'était sur une ville maudite. Oui, j'avais aussi découvert les livres dont vous êtes le héros, donc La Cité des voleurs, tout ça, forcément. La Montagne de Feu. Voilà, et c'est... Le Sorcier de la Montagne de Feu, j'ai découvert plus tard, en fait. C'est pas un des premiers que j'ai lu. Vraiment... Ouais, mais vraiment, le premier qui m'est marqué, c'est La Cité des voleurs, que j'ai fait je sais pas combien de fois. Évidemment, je me suis fait tuer plein de fois aussi avant de trouver la solution. Et même si c'était, pareil, super dur, il y avait aussi Les Loups Ardents. Je sais pas si ça parle à beaucoup de gens. Voilà, avec notamment son épée et tout, et je trouvais que le principe de l'épée était tellement cool. Donc ça fait partie de mes grands favoris. Et après aussi, dans les livres dont vous êtes le héros historique, L'ombre de la guillotine, où là on faisait un choix en gros au début du livre qui changeait complètement notre destinée. Et j'ai adoré aussi celui-là, et puis en plus l'historique ça me parle beaucoup. Donc bref, voilà, donc j'étais vraiment toujours dans l'imaginaire. Et ma première histoire donc, que j'ai inventée, c'était une ville maudite. J'avais préparé tout un plan que j'avais plus ou moins pompé sur le plan de mon trou de banlieue à moi.
avec un plan aussi, j'avais fait un papier calque, un plan des égouts, parce qu'il y avait déjà plein de choses qui se passaient dans les égouts. Donc finalement, il y a beaucoup de mes passions profondes qui datent de ces années-là. Et pour moi, c'était ça. Et puis en même temps, je lisais tout. Ma mère est une grosse fan de science-fiction, donc j'allais prendre des livres dans sa bibliothèque. Mon père, c'est plus le polar historique. Ma mère aussi, elle est des littératures de tous les pays du monde. Donc moi, je mélangeais tout en fait. Et j'ai commencé ensuite à faire des études de lettres. Et là, je me suis rendu compte que ce qui pour moi était la culture en général se divisait pour beaucoup de gens en deux pans. Ceux qui étaient respectables et ceux qu'on ignorait. Et une bonne partie de ma culture allait dans ceux qu'on ignore. Donc voilà. Voilà. Et, alors j'ai vu dans ton parcours que tu as fait aussi du théâtre, des études de cinéma, des choses comme ça. Tu as réalisé ici une pièce de théâtre, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, oui, j'ai eu ma troupe de théâtre à un moment. En fait, quand j'étais, justement, là je sors d'intervention au collège, et quand moi-même j'étais au collège, j'avais une idée à la fois très fixe et très vague de ce que je voulais faire plus tard dans la vie, c'est-à-dire je voulais raconter des histoires. Alors, quand on dit ça à ses parents, faut mieux qu'ils aient le cœur bien accroché. Je remercie beaucoup mes parents qui n'ont jamais vraiment eu peur. Non, en gros, mes parents, ils m'ont dit, tant que tu travailles, tu vas t'en sortir, on a confiance en toi. Mais quand même, continue tes études à côté du théâtre. Voilà, pour avoir des plans B. Mais vraiment, là-dessus, j'ai des parents super. Et donc, oui, au départ, comme j'aime beaucoup bouger, voir des gens, tout ça, et puis qu'on me disait de toute manière, écrire, c'est pas un vrai métier, je suis allée vers le théâtre. Et pour faire des trucs en troupe aussi. Et très vite, en fait, j'ai compris que ma place, elle n'était pas sur scène, c'était vraiment le côté mise en scène. Et puis, je me suis mis à écrire des pièces aussi. En fait, l'écriture, elle a toujours été là, toujours, elle me rattrapait, elle était derrière moi, quoi. Et donc, voilà, je me suis mis à être metteuse en scène. C'est là aussi que j'ai découvert, pas la première fois de ma vie, mais c'est là que j'ai bien découvert le sexisme du monde de la culture. Parce que déjà, une femme qui fait de la mise en scène, aujourd'hui, c'est rare. À l'époque, en gros, il y avait Ariane Mouchkine, point. J'ai quand même un comédien que j'avais engagé pour ma troupe qui avait 10 fois moins de CV que moi, qui à un moment m'a sorti, mais de toute manière, pour moi, un metteur en scène, il a une barbe. Ouais, oreille. Mais quelque part, ça me préparait pour certaines de mes futures aventures. Et donc voilà, c'est par ça que j'ai commencé. Et du coup, dans l'imaginaire, donc c'est parce que tu as baigné dedans que tu as voulu continuer dans ces genres-là ou J'ai pas fait exprès en fait. Et même très franchement, il y a des moments, ça m'aurait beaucoup facilité la vie d'aller vers d'autres choses, d'aller ailleurs, quoi. D'aller vers du réalisme contemporain et tout, parce que un peu par hasard, je me suis retrouvée à passer le concours de la Fémis. Et comme j'y allais avec zéro pression et zéro connaissance des enjeux, je l'ai eu. Voilà. Mais donc je me suis retrouvée à faire des études de scénario là-bas. Et on était une promo un peu spéciale parce qu'il y avait déjà qui faisaient du cinéma de genre et tout. Mais c'est vrai que oui, c'est là aussi que j'ai vu que décidément dans le cinéma français, c'était quand même pas la mode, quoi. Et à fortiori, en sortant, en essayant de faire du scénar, des bouts de films, j'ai vu que décidément, c'était vraiment pas la mode. Ça n'est toujours pas, hein, en fait. Hein. Ouais, il y a de temps à autre des tentatives, mais disons ce qu'il y a, c'est que ça reste des expérimentations, ça ne devient jamais un système de production. Et puis, ça, je pourrais en parler pendant très longtemps, mais je ne vais pas le faire. Le système de production qu'on a en France, c'est vraiment pas adapté au cinéma fantastique, au cinéma de genre. Donc, il y a beaucoup de choses à faire bouger. Il y a des gens qui essayent de faire bouger les lignes. Merci à eux, mais pour l'instant, c'est moyen, quoi. Parce que j'ai vu dernièrement ce Studio Canal, la série Infinity. Je sais pas si... Je l'ai pas vu encore et je n'ai pas trop le temps de voir des séries. Elle est vraiment bien, pour le coup. Même sans trop de moyens, on a vraiment une histoire SF. Ah, mais après, l'un des gros problèmes qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de prods qui sont persuadés que forcément, quand c'est du fantastique, ça va coûter cher. Et par exemple, donc moi, j'ai co-réalisé un court-métrage fantastique. Et en fait, sur tout le budget du court-métrage, qui pourtant dure presque une demi-heure, le résultat, c'est quasiment invendable en festival, mine de rien, les effets spéciaux eux-mêmes, c'était de l'ordre de 350 €, quoi. Par rapport au budget total du tournage, c'était rien. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut bricoler encore. On peut bricoler de l'effet plateau. Aussi en numérique, on peut faire beaucoup de choses avec pas beaucoup de moyens. Maintenant, il y a beaucoup de... Voilà, les choses ont beaucoup évolué, mais il y a encore cette idée dans la tête de beaucoup de professionnels, notamment du côté prod, que de toute manière, le fantastique, ça coûte cher. Et c'est plus aussi vrai. Voilà, donc il y a beaucoup de lignes à faire bouger. Après aussi, ce que je vois en scénar et en ciné, par exemple, là j'ai un ami réalisateur qui a sorti l'année dernière son premier film, qui est dans une ambiance très polar, film noir, donc à Casablanca, c'est absolument génial. Il y a une énergie de malade, le film a une histoire sublime. Et puis c'est un super bon film, donc Courresi, et puis maintenant il est en DVD. Donc c'est Burning Casablanca d'Ismaël El Iraqi, je conseille beaucoup.
Mais par exemple, Ismaël, il a mis 10 ans à faire son film. Et moi, en 10 ans, j'ai écrit je sais pas combien de livres. Et je vois les potes qui sont scénaristes, ils vont écrire 20 filles, ils vont écrire 20 scénarios, 30 scénarios, pour qu'il y en ait un ou deux qui soient produits. Et ce qu'il y a de génial, c'est que moi, quand j'écris un livre, maintenant, à 90% du temps, je suis sûre qu'il va paraître. Et même si je trouvais pas d'éditeur, bah, je le ferai sortir d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc j'aime ça, mes histoires, elles existent dans le vrai monde. Et j'adore le cinéma, c'est vraiment mes grands amours. Et ça me manque parfois, le côté tournage, le côté pied dans la boule, le côté équipe. Mais ouais, à fortiori, quand on veut faire de l'imaginaire, la littérature, c'est cool. Alors, avant de parler de la littérature elle-même, est-ce que tu vois des passerelles ou des techniques qui sont identiques entre l'écriture d'un scénario de jeu de rôle, quand tu es maître de jeu, entre l'écriture de scénario et puis maintenant l'écriture elle-même de romans et de nouvelles? Bah, le jeu de rôle m'a appris quelque chose qui est très précieux. C'est de bien connaître son univers à la base, parce qu'on ne sait jamais où l'histoire va vous entraîner. Et on croit que quand on écrit des livres, par moment, bah, on sait déjà où on va. Et par moment, je fais des synopsis, mais en fait, je fais des synopsis pour pas forcément les suivre. Voilà. Et vraiment, le jeu de rôle, ça m'a appris ça. C'est que si je voulais être capable de réagir sur tout ce que les joueurs allaient pouvoir proposer de tordu, parce que par moment, ils cherchent des trucs tordus, hein, les joueurs, on est d'accord. Voilà. Ils sont tous comme ça. Voilà, c'est ça. On est... en tout cas, ce que j'ai connu. Voilà, si vous tombez sur cette interview, je vous aime tous. On les aime, nos joueurs, quelque part. Voilà, complètement. Mais justement, c'est bien parce que finalement, je me suis aperçue très vite que pour pouvoir réagir, il fallait que je connaisse à mort mon univers. D'où le fameux plan des égouts sur papier calque. Et ça, c'est hyper précieux parce que quand je connais mes univers, quand j'écris, je peux, moi aussi, après, aller plus loin avec mon histoire et aller dans des directions que je n'avais pas forcément prévues au départ, mais qui sont beaucoup mieux, qui sont beaucoup plus intéressantes au final. Et ça, c'est une très bonne écriture pour ça. Et je vois beaucoup de jeunes auteurs, un des trucs sur lesquels ils butent beaucoup au début, c'est cette plasticité-là, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont un premier jet et ils ont beaucoup de mal à s'en détacher, à voir quelles variations ils peuvent faire. Et vraiment, le jeu de rôle, ça a été ma meilleure école d'écriture pour ça. Après, le scénario m'a appris quelques boulons, quelques techniques, mais il y a des choses que j'ai dû désapprendre quand j'ai commencé le roman. Par exemple, le scénar, ça vous apprend à écrire super efficace, mais très sec. Parce que c'est le tournage qui va ajouter plein de choses. Et j'ai dû apprendre à donner de la chair à mes romans. Et ça a été un de mes premiers boulots. Et même maintenant, quand je corrige, il n'y a pas beaucoup d'auteurs à qui ça arrive, mais moi, mes romans, ils s'allongent toujours à la correction. Et aussi, le scénar, on va vraiment à l'essentiel, parce qu'un film, ça dure 1h30, 2h max. Bon, 3h30 quand on décide de faire Avatar 4. Voilà. Mais c'est quand même une économie de l'essentiel. Donc, toutes les scènes doivent absolument être utiles. Alors que, mine de rien, dans un roman, au contraire, de mettre des scènes d'ambiance, des scènes où on se pose, des scènes qui donnent quelques clés pour aller ailleurs, j'adore ça en tant que lectrice, donc j'aime mettre aussi ça en tant qu'autrice. Mais c'est pas quelque chose qui me venait forcément naturellement en sortant du scénar ou du théâtre. Donc le scénar apprend à écrire efficace, apprend à faire des structures efficaces, mais presque trop en fait, trop rigides. Donc conclusion, si vous voulez écrire des romans, et que vous vous demandez « Ah, je me forme comment ? Plutôt en scénario de film, plutôt en jeu de rôle ?» Allez du côté du jeu de rôle quand même. Non, le scénario de film, ça m'a appris des trucs, mais franchement, le jeu de rôle, c'est plus adapté à l'écriture romanesque. Donc du coup, c'est vrai qu'en ayant interviewé d'autres autrices, d'autres auteurs, j'ai vu qu'il y en a pas mal qui ont fait du jeu de rôle. Donc j'avais discuté avec David Brie, Fabien Cerruti, Florian Soulas, du coup. Dans l'imaginaire, ouais, ça fait partie un peu des trucs qui nous rassemblent. Là. C'est une espèce de mafia, j'ai remarqué. Mine de rien aussi, c'est dont je m'aperçois. C'est très bête. Mais par rapport à ceux qui ont été rôlistes et les autres, je pense que sans nous en rendre compte, le jeu de rôle nous a rassemblés entre fans d'imaginaire à une époque où c'était des cultures qui étaient beaucoup moins visibles. Et quand je cause donc AD, Quadra, Quinca, enfin des vieux comme moi, quoi, y en a qui ont été « Ouais, mais j'aime bien être vieille. » Ça va, on le vit bien. Voilà, je me sens beaucoup plus respectable. Non, c'est faux. mais en tout cas, c'est vrai que je vois, il y a vraiment ceux qui ont eu leur groupe de jeux de rôle et qui ont vécu des aventures incroyables avec eux. Et il y a ceux qui se sont retrouvés plutôt seuls, en fait, dans leur coin. Et qui n'ont pas eu ça, en fait, et qui ont été beaucoup plus dans des niches, qui ont vécu beaucoup plus le côté culture de niche, alors que moi, je ne l'ai pas trop vécu quand j'étais jeune. Parce qu'il y avait ça, en fait. Il y avait déjà ces aventures qu'on vivait à plusieurs. Et ça, c'était cool. Et je pense que peut-être aussi, on a tenu après, parce que mine de rien, écrire un roman, c'est long, ça prend du temps. Et ça prend de l'énergie, et on a peut-être aussi tenu plus facilement ces écritures, parce que quelque part,
on avait toute cette bonne énergie-là de tous ces gens qu'on a empoisonnés, tués, piégés, trahis dans des ruelles obscures, dans des parties de jeux de rôle. Et les auberges qu'on brûle. Oui. Oh, et évidemment, alors, les tavernes louches. J'avoue que la taverne louche, c'est hyper cliché, mais j'aime tellement les tavernes louches. Alors maintenant, on va passer un petit peu à ce que tu as écrit. Et j'ai remarqué, j'en ai lu quelques-uns déjà, que tu touches un petit peu à tous les genres de l'imaginaire. Du fantastique, young adulte, même si j'aime pas du tout le terme young adulte. Mais bon. Voilà, enfin, en tout cas, ouais, de tous les âges. Fantasy, science-fiction. Ouais. Est-ce que c'est délibéré d'aller toucher à tout ou est-ce que c'est au gré de tes envies? Comment ça fonctionne? Quand je parle entre littérature et cinéma, moi j'ai plein d'histoires dans la tête depuis toujours et dans plein de genres différents en fait, parce que j'aime lire plein de genres différents. J'ai vraiment bouffé de tout. Quand j'étais môme, quand j'étais ado, voilà, et puis même maintenant j'adore lire de tout. Bon, j'ai moins de temps pour lire parce que j'écris et puis ces petites mimines ça prend du temps à faire. Mais voilà. Et j'aime lire du documentaire aussi, mais ça c'est bien, ça me sert pour les bouquins. Mais donc... Merci Arte pour les documentaires. Voilà, aussi. Oui, c'est vrai que... Bon, après, par moments, les documentaires d'Arte, ça donne envie d'écrire d'autres livres, comme si je n'avais pas déjà assez de livres à écrire. Non, mais j'aime bien, en vrai. Et donc, oui, ce que j'adore en littérature, c'est que justement, ça me permet de vivre plein d'aventures différentes, d'aller dans plein d'univers différents. Et ça m'éclate complètement, en fait. Donc, pourquoi se limiter? Donc, en fait, j'écris ce que j'ai envie d'écrire. Voilà, et ça m'amène dans plein d'univers. Après, maintenant, comme surtout depuis que c'est mon métier, je m'aperçois que le temps est compté. Et le temps est vraiment une des ressources les plus rares sur cette planète en général, et dans ma vie en particulier. Mais pour les auteurs, qui ont notre métier à côté aussi, il y a toutes ces problématiques-là qui se posent. Comment trouver du temps? Et il y en a qui cumulent, ils ont un autre métier et des enfants. Et alors là, trouver du temps, franchement, j'admire tellement ces gens-là. Mais je manque de temps pour tout, et c'est vrai que je dois faire des choix aussi de qu'est-ce que je vais écrire dans toutes les histoires que j'ai dans la tête. Et c'est des choix qui sont difficiles. On espère faire les bons, on n'est pas sûr de les faire. Et c'est vrai que c'est aussi des choix qui, pour moi, comme c'est mon seul métier, les considérations économiques, il n'y a pas que ça qui les motive, mais c'est un aspect que je ne peux pas oublier quand même, quoi. Ça, je suis désolée. Oui, c'est vrai que sur l'économie, alors ça ne fait pas partie des questions qu'on a préparées, etc. Mais c'est vrai que j'en ai discuté avec David Brie et puis d'autres. Il y a beaucoup, quand vous viviez de vos plumes, d'activités en école, etc., de conférences et tout. Alors moi, j'en ai un peu, mais surtout en fait ma base économique, et ce qui arrive à quand même pas mal d'auteurs aussi, c'est qu'en gros, très franchement, c'est mes romans jeunesse qui financent mes romans adultes, quoi. Voilà, ça c'est vraiment la base, parce que les romans jeunesse, à la fois c'est moins long à écrire, ça me demande souvent moins de documentation, et en plus j'ai une tendance à être un peu extrême dans ma doc. Ça veut dire que parfois ça me revient cher quand par exemple je vais vraiment à Terre-Neuve pour un livre, c'est plus difficile. Voilà, que quand je vais simplement écrire chez ma tante pour l'Arpenteuse de rêve. C'est pas tout à fait ni le même budget, ni bon pour Terre-Neuve, c'était aussi pour mon cadeau d'anniversaire des 40 ans, donc il y a eu cotisation de plein de gens. Merci, vous êtes cool. Oui, par moment, ça sert de vieillir, on se fait offrir des cadeaux d'anniversaire. Et, mais c'est vrai que, voilà, donc vraiment les romans adultes, il y a les livres de documentation, il y a le temps que je prends, qui est quand même très long, parce qu'il y a le temps de recherche aussi, surtout qu'il y a beaucoup d'historique maintenant dans mes romans adultes. Donc voilà, ça me prend beaucoup de temps, c'est très peu rémunéré. Et c'est vraiment le roman jeunesse qui me fait vivre. Et en plus, en roman adulte, j'aime bien jouer avec un niveau de difficulté supplémentaire, c'est-à-dire être une femme. Voilà. Ce qui en adulte ajoute un gros pan de difficulté. Oui, ça malheureusement, c'est une réalité dans le monde de la culture, j'allais dire, en général. Oui, voilà. Alors après, ça dépend franchement sur les domaines quand même. Je vois qu'en jeunesse, c'est beaucoup moins sexiste. En ado, en young adulte, tout ça, c'est beaucoup moins sexiste. Et franchement, ça fait du bien. Bon, ça fait du bien, mais en même temps, ça me donne des goûts de luxe parce qu'après, je m'habitue à être traitée comme un être humain. Donc par moment, voilà, c'est des goûts de luxe. Je peux pas trop me le permettre dans certains domaines. Mais bon, tant pis, on se bat. Et, donc du coup, dans tous ces genres que tu balayes au fur et à mesure de tes romans, donc on en verra quelques-uns après, est-ce qu'il y en a quand même qui t'interpellent, qui donnent envie de revenir plus souvent? En fait, surtout, ce que j'aime bien en adulte, pour le coup, alors je fais pas que du sombre en adulte, mais j'aime bien quand il y a des côtés sombres. Ça, j'avoue. Et puis plus j'avance pour le coup,
aussi, ça, c'est, disons, quand j'avance, j'évolue, heureusement, parce que sinon, voilà, au bout d'un moment, on s'encroûterait. Dans vraiment mes évolutions actuelles, plus j'avance et plus je vais vraiment vers quelque part les sources, une des grosses sources de la littérature de genre, qui est le roman d'horreur, qui est le roman gothique. Et ce côté sombre, ça me parle de plus en plus. Alors, comme si c'était déjà pas assez dur d'être une femme, évidemment, je vais vers le roman d'horreur, qui est un des trucs qui se vend le moins bien en France quand on est une plume francophone. Ça, c'est un des grands mystères des littératures de genre en France. Le fantastique, c'est compliqué. Sauf quand on s'appelle Stéphanie. Il y a le fantastique et après il y a l'horreur. Alors là, c'est encore pire. Voilà, pour Ouijigo, on m'a gentiment conseillé de ne pas dire qu'il y avait des côtés horreur dedans. Évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai dit, parce que j'ai mauvais caractère. Et puis parce que j'aime bien. Mais clairement, quand même, l'horreur, c'est tellement au cœur, finalement, des mauvais genres. Et ça me parle de plus en plus. Et c'est une évolution, pour le coup, que je vois. Et quelque part, voilà, c'est peut-être aussi en avançant. Je vais vers des trucs, comment dire, qui se précisent un peu sur certains points. Après, il y a souvent des océans, il y a souvent des voyages dans ce que je fais, parce que ça, j'adore les océans, j'adore les voyages. Et peut-être aussi parce qu'à côté, je fais de la littérature jeunesse, où quelque part, je peux mettre plein de mes côtés positifs dans la littérature jeunesse. Donc voilà, ça c'est fait, je les mets là. Et donc, j'ai plus besoin de les mettre autant en littérature adulte. Et alors là, j'ai repris mon projet fantasme, donc projet de roman maritime historique 18e siècle, immense épopée. Et il y aura des côtés tellement sombres et ça va aller tellement dans le roman d'horreur par certains côtés. Et oui, et quasiment tous mes personnages, ils ont des gros côtés sombres, c'est tous... Voilà, ils ont des côtés sombres, c'est tous un peu des horreurs, bon, sauf un, c'est le gars bien, mais donc il s'en prend plein sa gueule. Mon bêta-lecteur, elle aime beaucoup celui-là. Mon bêta-lecteur, il aime bien les personnages très genre bons et moraux et qui vont en prendre plein la gueule. Alors que les meilleurs, c'est ce style Compagnie Noire, par exemple. Ouais, voilà, mais je pense qu'il faut un tout petit peu de tout, en fait, pour équilibrer. Donc voilà, mais en tout cas, j'aime tellement écrire ça en adulte. J'avoue qu'en ce moment, en tout cas, c'est vraiment ça que je vais explorer. Et le côté historique me parle de plus en plus aussi, parce qu'en plus, je suis complètement accro à la documentation. De plus en plus. Et c'est vrai que quand on fait de la doc pour un roman, on a des gens qui sont tellement cool et tellement sympas avec vous. Je peux me permettre une petite anecdote? J'ai le temps de l'anecdote? Ok, super. Donc là, à l'automne dernier, j'allais notamment faire une intervention en médiathèque à Brest, où il y a une médiathèque de malades, et dédicace à la librairie Dialogue, qui ont un rayon livre maritime qui est juste trop beau et qui est l'antre de la tentation. Il est beau et je l'aime. Voilà, et la librairie Dialogue, elle est trop belle. Donc j'espère y revenir parce qu'en plus à Brest, il y a un musée maritime incroyable. Donc j'ai adoré ça et il y a à la base un de mes personnages, dont ma grande saga maritime, qui notamment était à Brest au temps de l'épidémie de typhus de 1757-1758. Donc là, on voit déjà que tout de suite, c'est la fête à la joie qui s'annonce. Hein. Voilà. Mais une petite balade toute joyeuse. Mais en fait, au départ, c'était juste un truc qui était évoqué dans son passé, et puis le personnage a pris de l'ampleur pour plein de raisons et parce qu'il devait. Et donc, c'est devenu un vrai flashback que je devais vraiment bosser. Et je me dis, à Brest, je vais rester un jour et demi de plus pour bosser ça, voir le musée maritime, tout ça. Et quand je dis à la médiathèque, voilà, je vais rester pour voir ça et tout, avant même que j'ai demandé, parce que les gens sont trop cool par moment dans la vie. Voilà, j'ai prévenu, je suis fatiguée au moment où j'enregistre ce podcast, donc je suis plus enthousiaste que d'habitude. Voilà, vous êtes prévenus. Ce message est sponsorisé par le syndicat d'initiative de Brest. Exactement. Non, et franchement, avant même que j'ai demandé, donc il y a la responsable du côté historique de la médiathèque qui m'a dit « Ah, mais je vais te chercher les livres que j'ai là-dessus et tout ». Et pendant que je faisais donc ma table ronde du matin, elle allait aller chercher plein de livres là-dessus. Elle a sorti tout ce qu'elle avait dans ses archives et tout sur cette période. Elle m'a mis des petits marque-pages partout, c'était trop bien. Donc je suis sortie de ma table ronde, j'avais vraiment la pile de livres qui m'attendaient, toutes bien rangées et tout. Et notamment avec des livres où il y avait donc toutes les lettres, les reproductions des lettres des officiels de l'époque. Et ça, c'était vraiment génial. J'ai lu les échanges de lettres des officiels à l'époque du typhus à Brest. Alors, petit spoiler, ça ressemble un peu au début du Covid. Hein. Donc voilà, il y a le moment où ils se disent « Non, mais c'est bon, c'est qu'un scorbut. Les malades, ils vont se rétablir si on les nourrit bien, on va les répartir dans la population. »
j'avais lu ça sur le toit, et comme je suis Voilà. originaire du Sud, Ah oui, et quand on va voir un petit peu les archives, c'est un peu dans le même genre quand la peste arrive à Marseille. oui, non mais ça, l'humanité est très forte pour reproduire les mêmes stupidités à quelques siècles d'intervalle. Hein. On est très fort pour ne pas apprendre de nos erreurs. Voilà, avec quelques spécificités locales, enfin, j'ai appris plein de trucs sur Brest, c'est absolument génial. Donc, résultat, c'est devenu un énorme chapitre, et puis ça va prendre encore un peu d'ampleur. Et en plus, là, après Thionville, je vais passer à Lorient aussi. Pour pareil voir des musées là-bas, parce que finalement mon personnage dans le flashback à Brest, il rencontre un Lorientais, donc là je veux en savoir plus sur l'Orient. Voilà. Le tour de la Bretagne, donc. Oui, et si je peux finir aussi, un grand merci à ma relectrice bretonne qui est géniale et qui m'a donné plein de trucs documentaires et corrigé quelques erreurs. Morgane of Glencoe, c'est une super autrice. Qui fait de la harpe. C'est une super musicienne, c'est une super personne. Et franchement, notamment quand vous voulez avoir un truc précis sur les langues au XVIIIe siècle, entre le gallo, le breton et tout ça, Morgane, elle est trop cool. Merci Morgane. Pour continuer l'entretien, donc j'étais avec les collègues de Mana et Plasma, le super podcast, donc je vous mettrai les liens dans la vidéo de toute façon, parce qu'ils le méritent, ils sont géniaux. Donc il y a deux petites questions de leur part, si ça te va. La première c'est, quel type de scène tu préfères mettre en musique ou écrire dans tes romans ou tes nouvelles? Alors, ou comme pour le reste, les histoires, c'est au gré de tes envies. alors déjà, bonjour à Mana et Plasma, vous êtes cool. Voilà, ravi de répondre à votre question. Et après, ouais, il y a quand même clairement des scènes que je préfère écrire. Alors, j'adore, je suis une ultra pacifiste dans la vie, mais j'adore écrire les scènes de combat, les scènes de bataille, ça c'est vraiment, mais j'aime tellement écrire ça. On a vu d'ailleurs l'appel d'une autrice pas du tout connue, je crois que ça s'appelle Floriane Soulas peut-être, Ouais. qui demande des conseils, entre autres. Ouais, non mais avec Floriane, on va se recroiser, je pense, il y a des chances, voilà. Non mais en fait, Floriane, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle doute tout le temps alors qu'elle écrit des trucs incroyables. Bon, ça c'est Floriane. Mais justement, les bons auteurs, c'est souvent ceux qui doutent. Et moi, notamment, mon truc, c'est un doute terrible, en général, au milieu de chaque roman, où je me dis, non mais de toute manière, je vais jamais arriver à finir ce roman, voilà. Et je ne vais plus jamais arriver à finir un roman de ma vie. De toute manière, tout le reste, c'est réussi par chance, par hasard. Je ne suis pas une vraie autrice. C'est bizarre. Bon, c'est vrai que là, je dévie de la question d'origine, mais c'est vrai que j'ai toujours trouvé étrange ce phénomène, cette mécanique de l'imposture, alors que pas du tout, en fait. Oui, mais en général, en fait, les rares auteurs que j'ai croisés qui doutaient pas vraiment et qui étaient persuadés d'être le sel de la terre, le roi du monde et tout ça, ce qu'ils écrivaient, c'était nul. Voilà. Ouais, non mais voilà. Mais après, moi, j'ai la chance d'avoir un entourage génial. Bonjour et je vous aime. Qui, dans ces moments-là, me rappelle qu'en fait, ça m'arrive à chaque fois et que chaque fois, je le surmonte. Donc, ça aide quand même pas mal. Merci, vous êtes cool. Suite. Et donc, ouais, les scènes que j'aime écrire. Donc, les scènes de bataille, de baston, ça, j'adore. J'adore aussi travailler les ambiances, vraiment. Et ça, c'est un truc que je faisais pas du tout au début parce que j'étais scénariste, justement. Donc, j'écrivais sec, comme j'ai dit tout à l'heure. Et franchement, quand j'ai commencé le travail des ambiances, mais j'ai tellement adoré ça. Et ça, j'adore. Évidemment, j'adore écrire les scènes d'horreur parce que c'est trop bien. Et j'adore écrire les scènes maritimes. Et écrire voilà, les scènes de grands horizons aussi, donc les vaisseaux dans l'espace, les bateaux sur la mer, les scènes de tempête. Alors les scènes de tempête, j'ai tellement galéré pour les scènes de tempête dans mon pavé maritime. Et puis il m'est arrivé un truc génial. Je suis allée naviguer sur un vrai trois-mâts. On a bien eu du gros temps. Et il paraît que depuis Dixit, mon bêta-lecteur, qui est le bêta-lecteur le plus exigeant de l'imaginaire français, est un super auteur, Jérôme Accouche, Lupus in Fabula, lisez-le, c'est top. Et ben là, il a enfin validé les scènes de tempête de mon pavé maritime, alors que quand même je suis dessus depuis 2009, et depuis 2009, il me disait qu'elles étaient nulles. Et il avait raison. Quelque part, ça rejoint la deuxième question des copains de Mana et Plasma, plus particulièrement Nausicaa, donc je lui ferai un petit coucou en plus. Quel type de défi littéraire tu as le plus apprécié? Bon, en fait, ça rejoint ça. Ben en fait, je sais pas vraiment un défi littéraire. Alors par contre, il y a une sorte de scène qui me pose vraiment un défi. Et c'est vraiment pour rajouter tout ce qui a un peu émotion, genre douce et positive dans mes textes. Et ça, c'est moins mon truc, en fait. Et peut-être que, voilà, pour moi, ce qui est un vrai défi littéraire, c'est ça. Et donc arriver à mettre des scènes mignonnes et douces avec de l'émotion. Mais par moments, il faut des émotions un peu sympas, même dans les romans d'horreur, pour contrebalancer les torrents d'horreur qu'on lance à la tête des gens. Ah, j'aime bien écrire les scènes de nourriture aussi. Les scènes de nourriture, c'est cool. Voilà. C'est bien aussi. Ah mais oui, mais j'aime tellement écrire les scènes de nourriture. Alors là, notamment,
quand je rentre chez moi après Thionville, Rennes-Lorient, je fais un petit tour par Rennes et Lorient, je vais écrire des scènes de repas de Noël 18e siècle, avec entre autres du dessert à la gelée de poisson, mais j'ai tellement hâte. C'est très bon la gelée de poisson. Ouais, non, mais c'était utilisé dans les trucs sucrés et tout, parce que c'était l'une des manières de faire de la gelée à l'époque. Il y avait ça et les sabots, en fait. Et ouais, ça donne tout de suite envie. Hein. Voilà, mais j'adore les scènes de bouffe d'époque, en plus. Ça dit quelque chose aussi, mine de rien, d'une époque. Donc, oui, complètement. Ou même d'une région. Ah, mais clairement, ça dit quelque chose avec l'univers concret. On revient quand même à des choses qu'on connaît, donc ça peut être vraiment cool, quoi. Bah, c'est pour ma série La Voix des Oracles, j'avais cherché ce que mangeaient les Parthes au 5e siècle après Jésus-Christ. Ça avait été une grande quête, mais en même temps, ça dit quelque chose justement de leur histoire et de leur culture. Parce qu'en gros, ils sont sédentarisés à cette époque, mais ils ont gardé une nourriture de nomades. Bon, par ailleurs, à cette occasion, j'ai appris plein de choses sur les degrés de liberté dans la cavalerie parthe qui ne me serviront sans doute jamais à rien et qu'on ne peut pas placer à un repas de Noël en famille. Si, on peut toujours. Ouais, enfin c'est bizarre quand même. Non mais c'est quand on est fan de doc, vraiment on creuse plein de sujets qui ne nous serviront jamais à rien. Mais c'est pas grave. Pour attaquer maintenant un petit peu plus les ouvrages que tu as écrits, donc par ordre de ce qui a été publié, en tout cas pour moi c'est ce que je connaissais, donc il y avait la trilogie de la Voix des Oracles. Avec donc ceux que mangent les Parthes au 5e siècle, etc. Il n'y a pas que ça quand même dedans. Ouais. Donc ça c'est une trilogie, donc Scrinéo et Folio SF. C'est ça. Donc celui-là, donc tu disais, ça se passe au 5e donc siècle. Ça c'est le Itinéraire en adulte, c'est Ouijigo. Ouais. En gros c'est un naufrage au 18e siècle à Terre-Neuve, à la fin du printemps, c'est-à-dire en gros c'est comme notre hiver, il y a de la boue, il y a de la pluie, il y a de la neige. Alors j'adore les endroits où il fait froid aussi. Et puis j'aime les marécages, ça a été placé plus tôt. Donc là il n'y a pas de marécage mais il y a bien de la boue quand même, il y a des forêts bien pluvieuses et tout. Pour lui, je suis allée à Terre-Neuve à l'époque de l'année où se passe le roman. Bon, pas au XVIIIe siècle, hein, quand même, il y a des limites à la doc que je peux faire. Et donc, c'est un petit groupe de naufragés qui tentent de traverser l'île pour rejoindre la civilisation. Et ils meurent les uns après les autres dans des circonstances de plus en plus troubles. Et forcément, ils vont se demander s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train d'assassiner les autres. Ça arrange pas l'ambiance au sein d'un groupe où déjà c'est un poil tendu quand même. C'est vrai que le titre rappelle bien évidemment la légende du Wendigo. Bah, c'est la version algonquine en fait de cette légende, c'est pour ça Wendigo, voilà. Donc il y a de la légende algonquine, ça parle aussi des Béotus qui sont vraiment le premier peuple de Terre-Neuve. Mais aussi, ce que j'adorais à Terre-Neuve, c'est que c'est une île où il y a vraiment les mythologies qui se mêlent. Et aussi bien donc celle des natifs du Canada que celle de tous les marins qui ont laissé des bouts de mythologie là-bas. Par exemple, quand je suis à la Terre-Neuve, là-bas il y a un encou qui a été amené par les Terre-Neuvas, par les Bretons. Mais c'est l'encou de Terre-Neuve, c'est pas tout à fait le même que celui qu'on trouve en Bretagne. Il est adapté en fait à ce qu'ils ont vécu là-bas. Vraiment, il s'est installé là-bas, maintenant il est chez lui. Mais c'est des choses que j'adore aussi quand on parle de maritime, c'est que dans des conditions très dures, avec des histoires, des drames atroces, mine de rien, il y a des cultures qui se sont mélangées, il y a des peuples qui se sont rencontrés aussi, il y a des horizons qui se sont ouverts. Et je trouve que c'est passionnant à travailler. Mais pour le coup, sans du tout, mettre de côté le côté sombre vraiment de tout ça et le côté très dur donc de cette histoire, des conditions de vie à bord des navires, donc aussi tous les massacres qui ont accompagné quand même ces grands voyages maritimes. Mais c'est une histoire que j'adore creuser pour tout ce qu'elle dit sur l'humanité aussi. Ouais. C'est vrai que dans celui-là, alors, on retrouve des thèmes qui sont la vengeance, forcément. Et il y a quelque chose que j'ai retrouvé en lisant Ouijigo, Les nuages de Magellan et Un éclat de givre. Voilà. Et oui. Donc c'est vrai que ça c'est ce que j'ai lu pour le moment, les autres ils passeront après. Les nuages de Magellan aussi, une très chouette couve en poche chez Folio. Je conseille. Voilà. Donc c'est du space-up, du post-apo et du fantastique. Ouais. Fantastique historique. Et j'ai trouvé un thème qui revient régulièrement, tu me diras ce que tu en penses, c'est une histoire de transmission. On le voit dans le nuage de Magellan entre les deux héroïnes. Il y a quelque chose qui se passe entre les deux et des idéaux à faire passer. Ouijigo, au travers de la vengeance, pareil, il y a des choses qui se passent entre les personnages. Et alors avec le personnage de Chet, celui-là, il est assez incroyable. Donc, je ne sais pas si ces thèmes-là, ça te parle ou si c'est en fait, je pense que ça, pour le coup, c'est un truc qui est arrivé un peu inconsciemment. Bon, parce qu'aussi, à un moment, moi je suis fille de prof, petite fille d'instit. Donc je pense que la transmission, je peux pas vraiment renier ça quand même. Et c'est vrai que j'ai aussi une histoire familiale pour le coup,
où on m'a appris l'histoire des peuples, l'histoire des révoltes, l'histoire des révolutions. Ce qui n'est pas ce qu'on nous apprend à l'école et à fortiori à mon époque, quand moi j'étais jeune, il y a fort longtemps. Et souvent, notamment en fantaisie, pour le coup, on voit les rois, les chevaliers, tout ça, on voit beaucoup moins l'histoire des peuples. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est les peuples, c'est les petites gens. Par exemple aussi, Ouijigo, il y a tout ce que les personnages ont vécu qui revient à Terre-Neuve. Et notamment les journées de mai à Paris dans les années 1750, qui ont précédé la Révolution française, parce que la Révolution française, on nous la présente, en tout cas moi on me l'a présentée à l'école, en gros, il y a des grands bourgeois qui ont parlé de liberté, et puis à un moment le peuple il avait plus de pain, et puis boum, la Révolution. Alors qu'en fait, il y a plein d'émeutes avant. Il y a plein de révoltes à Paris, mais ailleurs aussi. Et par exemple, donc, ces journées de mai, quand même, ça a été tellement violent qu'après, le roi a fait rénover une route qui contournait Paris parce qu'il avait peur de traverser Paris. Donc, il y a eu plein de révoltes qui ont été matées, mais qui ont fait que la Révolution française, elle a pu avoir lieu. Et mine de rien, on vit dans une période où souvent on essaye d'enlever l'espoir aux gens en leur disant la révolte est plus possible, la révolte est impossible, regardez, à chaque fois ça se finit mal. Mais il y a eu plein de révoltes qui étaient impossibles avant la Révolution française. Et à un moment, on a changé le monde. Mais parce qu'il y a eu tout ça avant, mine de rien. Mais c'est ça, voilà. On a vite fait sur Louis XIV, etc., qui est vite réprimé. Mais les jacqueries, mais en fait, il y a une grande histoire des peuples qui réfléchissent, des peuples qui se révoltent. Et dans l'histoire des Lumières, mine de rien, je suis désolée, les pauvres, ils n'ont pas attendu qu'il y ait des grands bourgeois qui viennent leur faire la morale pour se révolter. Et voilà, et donc ça, je pense que c'est une histoire qui est importante, a fortiori dans la période où on vit. Et donc c'est vrai que c'est une histoire qu'en tout cas, moi j'ai envie de transmettre à ma manière, avec de l'imaginaire, avec de l'aventure. Cette histoire de révolte, cette histoire de soif de liberté, et surtout de dire que la soif de liberté, ça appartient pas qu'aux nobles, ça appartient même pas qu'aux grands bourgeois, ça appartient pas qu'aux puissants. Et que oui, on peut avoir les pieds dans la boue et rêver de liberté. Et mine de rien, dans tous ces grands voyages autour du monde, il y avait des gens qui vraiment vivaient dans des conditions terribles à bord des navires, mais qui découvraient des horizons énormes et qui, mine de rien, aussi réfléchissaient à d'autres choses. Et par exemple, là, je bosse aussi sur l'histoire de la piraterie pour mon gros pavé maritime, mais souvent, des gens marginaux qui n'avaient pas de place à terre, ils en trouvaient une en mer. Et c'est ça le grand rêve de la piraterie. Et le rêve de la piraterie, finalement, il a perduré, il a même été plus fort après les grandes époques de la piraterie. Pourquoi ? Parce qu'il y avait ce rêve-là. Il y avait le rêve de Libertalia, il y avait le rêve d'autres choses qui étaient possibles en mer. Oui, puis quelque part, c'est les débuts de la sécurité sociale. Et voilà, et mine de rien, c'est un monde où des femmes pouvaient trouver leur place à bord, alors qu'on leur reniait dans la société traditionnelle une place aussi active. C'est un monde où d'anciens esclaves, ils pouvaient être recrutés à bord des navires et ils étaient libres. C'était pas aussi simple que ça, Ça dépendait des navires, ça dépendait des capitaines, ça dépendait des circonstances, ça dépendait de plein de choses. On voit un petit peu ça aussi dans le film Master and Commander, cet esprit-là. Alors après, ça reste une poursuite entre deux navires, voilà. Mais sans la vie du navire. Alors après, Master and Commander, c'est quand même vraiment centré beaucoup sur la marine anglaise, dans tout ce qu'elle a de plus normé, dans tout ce qu'elle a de très structuré, et ça fait un peu l'impasse aussi sur une certaine dureté de cette marine, parce que par exemple la marine anglaise avait des gros problèmes de désertion tellement les conditions étaient dures à bord, et donc les déserteurs étaient réprimés mais d'une manière atroce parce que on trouvait que c'était un peu le seul moyen de ne pas les faire fuir. Et quand même Master and Commander se concentre beaucoup sur les officiers, sur aussi le savant du bord, moins sur les grouillots, quoi. Alors que voilà, et c'est vrai que les matelots sont un peu le décor quand même de l'aventure, ce qui pour moi est une des limites de ce film, même si je l'aime beaucoup par ailleurs. C'est vrai, comme tu dis, ce besoin de liberté, de transmission. Ah oui, ça par contre les persos. Alors forcément, on va parler peut-être un petit peu plus d'un éclat de givre. Je sais qu'on en avait discuté quand on s'était croisés en festival. À l'époque, j'avais eu du mal à le lire pour des raisons personnelles, donc on ne va pas en parler dans l'entretien. Mais j'ai pris le temps de le redécouvrir. Merci beaucoup pour ça. Et de voir en fait ce qu'avait dans le ventre ce personnage de Chet. Et je ne sais pas si tu avais prévu déjà de faire une suite. Ah pas du tout. Non mais moi en général je prévois pas de faire des suites en fait. Sauf sur La Voix des Oracles, là c'était prévu la structure en 3 tomes avec le 3e tome un peu bizarre à la fin. Mais sinon je prévois pas de faire des suites. Mais après il y a des lecteurs, ils m'en demandent et puis tout à coup il y a des personnages, ils disent « Eh mais ouais je continuerais bien à vivre ». Bon, ok, quoi. Voilà. Mais c'était pas du tout prévu, mais c'est que Chet, c'est un personnage qui a des lecteurs qui ont une relation très particulière avec lui, qui veulent à la fois le secouer, puis le mettre dans un plaid et lui faire boire du chocolat chaud avec des chamallows.
Voilà, donc il y a des lecteurs qui se retrouvent. Secouer. Ouais, voilà, y a beaucoup de lecteurs, c'est un peu entre les deux en fait. C'est vraiment, on veut le secouer et en même temps le mettre dans le fameux plaid avec le chocolat, les chamallows, tout ça. Donc, Il souffre pas mal, effectivement. On voit cette volonté aussi de bouger les personnages. Donc clairement, le super pouvoir de Chet, c'est d'aller au pire endroit, au pire moment, en connaissance de cause. Donc ça, et d'être poissard comme pas deux, parce que ça va avec, quelque part. Mais malgré tout, il survit, et il survit notamment parce qu'il arrive même à vivre en racontant son histoire. Parce que Chet, c'est mon premier roman écrit à la première personne, et c'est la voix de Chet qui est vraiment particulière. Et il n'y a pas de fantastique dans cet univers, mais Chet raconte tout ce qu'il vit comme s'il vivait un roman fantastique. Comme s'il vivait un grand roman d'aventure, alors qu'en fait, c'est une vie qui est très dure. Et vraiment, j'ai cherché une langue très particulière pour ce roman, qui est cette langue de la gouaille parisienne qu'on retrouve donc dans Léo Mallet, dans Nestor Burma, mais aussi dans un roman qui est incroyablement en avance sur son époque, notamment au côté de la langue, qui m'a tellement marqué. Si vous voulez savoir jusqu'où on peut pousser la langue française, il y a un gars qui vient pas du tout d'un milieu littéraire, pas du tout d'un milieu cultivé, qui est un complet autodidacte, qui, en passant par la prison, tout à coup, comment dire, pousse la langue française plus loin qu'elle n'est jamais allée. Et c'est Jean Genet qu'on connaît pour ses pièces de théâtre, surtout qu'on connaît pour les bonnes, mais qui a écrit Notre-Dame des Fleurs. Et Notre-Dame des Fleurs, c'est extraordinaire. Et je peux me permettre un petit moment polémique. Allons-y. Petit moment polémique. C'est vrai qu'en France, on adore encenser Céline, et pour sa langue si populaire et tout. Sauf qu'en fait, on aime bien encenser quand même quelqu'un qui est un médecin, et qui va quelque part faire de la langue un peu populaire, mais en restant un médecin, en restant quelqu'un de bien. Et pas quelqu'un qui a une origine vraiment de voyou comme Genet, quoi, et qui pourtant pousse la langue tellement plus loin. Et Genet, oui, à la rigueur, c'est les bonnes, c'est le théâtre, ça va. Mais alors que Notre-Dame des Fleurs, qui va tellement plus loin, qui caillasse et reconstruit tellement la langue, voilà, donc mis à part quelques ex-sorbonnards comme moi ou tout ça, c'est peu connu et on en parle peu parce que on aime bien la langue populaire, mais quand même quand elle est faite par des gens bien mis, quoi. Ouais, puis aussi, alors ça c'est pareil, tant qu'à faire dans le polémique, allons-y à fond. C'est vrai qu'il y a aussi une espèce d'appropriation de la littérature par une espèce d'élite. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui oublient que Camille Flammarion, donc, qui est à l'origine de la maison d'édition, c'est un écrivain de science-fiction. Donc littérature de genre au taquet. Et c'est vrai que, alors je ne sais pas si c'est la guerre qui a fait ça ou autre, mais toutes les littératures de genre, y compris le polar. Le polar a mis du temps pour revenir, mais c'est vrai que ça a été passé comme des littératures, les littératures de gare, etc. Il y a eu guère que Barjavel, qu'on étudiait à l'école, toi et moi je pense. Alors faut pas me lancer sur Barjavel. Ouais, non, mais c'était le seul qu'on étudiait en fait à l'époque. Voilà, alors quand même, petit rappel sur Barjavel, là pareil, je continue à me faire des mon ami. La Nuit des Temps, c'est un chef-d'œuvre. Ravage. Alors je suis pas tout à fait d'accord parce que je suis désolée, toute l'œuvre de Barjavel, quand même Barjavel, faut pas, voilà, à un moment faut pas se mentir, Barjavel est pétainiste, son œuvre est pétainiste, son œuvre est sexiste, raciste, etc. Barjavel, faut pas oublier que Ravage, ça a quand même été publié en feuilleton dans Je suis partout. Alors qu'à la même époque, on a Vercors qui fait Le silence de la mer, aux éditions de Minuit, clandestinement. Moi, je suis désolée, entre les deux, je choisis mon camp, quoi. Et Barjavel aussi, je pense que ça marquait beaucoup de gens à l'école, parce que, mine de rien, c'est souvent le premier livre vraiment sombre, vraiment adulte qu'on fait lire. Moi, quand on m'a fait lire Barjavel en cours, j'avais déjà pillé la moitié de la bibliothèque de ma mère, mon père m'avait déjà fait lire Le nom de la rose, j'avais déjà découvert en CE1 Typhon de Conrad qui m'a énormément marqué. À côté, je suis désolée, Barjavel, ça tenait pas la route, quoi. Voilà. C'est vrai que moi, ça a été d'abord Ravage, La Nuit des Temps, Jules Verne, bien évidemment. Bon, après, je ne vais pas parler de ce que j'ai vu. Mais si, justement. Mais c'est vrai que je pense qu'aussi, les livres nous marquent aussi au moment où ils arrivent dans notre histoire. Mais par exemple, aussi, j'avais déjà lu Steinbeck, quoi, quand je découvre Barjavel. Et je suis désolée, Steinbeck versus Barjavel, il y en a un qui gagne, quoi. Hein. C'est... voilà, enfin... J'avais déjà lu Van Vogt, j'avais déjà lu tout ça, quoi. Donc, pareil... ouais. C'est... Après, j'ai préféré... Alors, franchement, la première fois que j'ai lu Van Vogt, j'ai à peu près rien compris, hein. Mais... Je sais pas si les gens qui le lisent comprennent vraiment ce qu'il met. Non, mais la première fois, j'avais 10-12 ans, quoi, tu vois, donc... ouais. Pour moi, c'est spécial. Mais justement, je trouvais ça trop cool quand j'avais 10-12 ans. Je me disais, mais il y a sûrement un truc énorme que je comprends pas. Bon, j'avoue, j'ai relu depuis en étant adulte, en fait, ça m'a moins marqué. Pour le coup, moins j'en comprenais, mieux j'aimais ce truc. Voilà, mais ça m'a beaucoup marqué. Et puis Sturgeon, Crystal Songe... Lui aussi, quand on voit comment il a tourné, bon, c'est pas très grave si on le relit plus.
Ah quand même, je voulais comprendre et franchement, bref quoi, voilà. Bah, c'est des fondateurs de la scientologie. Ouais, mais bon. Mais c'est vrai qu'à 10-12 ans, quand on comprend rien au monde des nanas, on se dit mais il y a sûrement un truc génial que je capte pas, c'est tellement adulte en fait ce truc. Voilà. Et donc j'avoue, j'ai complètement échappé à la fascination Barjavel, parce que moi j'ai juste vu un truc qui déjà était misogyne comme c'est pas permis. Ravage. Et quand on est une femme et qu'on lit Barjavel, non mais tout, Barjavel, il n'y a pas un perso féminin qui se tient dans Barjavel. Faut arrêter. Alors je vous mets au défi, hein, trouvez-moi un perso féminin qui se tient dans Barjavel. Je sais pas si se tient, mais c'est vrai que j'ai un tel souvenir de la nuit des temps que... Bon. Oui, mais pareil, les persos féminins, ils sont en retrait, ils sont là pour servir les persos masculins, toujours. Oui, bien sûr. Mais il était bon. Enfin, il est toujours bon. C'est Mais on va pas dire que qu'il y a un perso féminin qui se défend là-dedans. Ah non, Voilà. non, avec le recul, non. Non. Mais ça reste dans des choses qui marquent. Typiquement, moi, c'est Fondation d'Asimov. Je l'ai relu il y a pas longtemps, c'est un peu plus compliqué. Enfin, ça vieillit surtout, mais c'est une grosse claque. Je pense que c'est ça, en fait, c'est des moments où on se prend une découverte par une œuvre, quelle qu'elle soit, et puis après, quelque part, cette œuvre, dans notre souvenir, elle est toujours là, quoi. Bah après, alors là-dessus, pareil, un petit moment polémique suite. Disons pour moi, notamment maintenant que je relis des œuvres aussi avec du recul et tout, et je relis des œuvres, je revois des films qui ont été des claques quand j'étais ado. Et il y en a qui vieillissent mal, mais pour le coup, je pense qu'en tout cas moi, ça me dérange pas quelque part de détruire mes idoles quand objectivement, bah, ça fonctionne plus. Et quand je vois des œuvres avec un regard différent, mais je me dis que c'est bien aussi d'évoluer pour pareil pas devenir des vieux croutons écrits trop vite. Ouais, je sais que je deviens un peu, mais bon, quand même, quoi, voilà. Ah, mais c'était mieux de mon temps. Plus rien dire. Ouais. Non, il y a une chose qui était mieux de mon temps, c'est le climat. Ça, faut reconnaître. On est d'accord. Voilà, le climat au sens température hein, et tout. Pour le reste, quand même, il y a eu des évolutions pas mal. Même qu'il y avait plein d'insectes sur les pare-brises de voiture. Truc de fou. Non, mais moi, il y avait de la neige en montagne, genre tous les hivers, hein, quand j'étais môme. Oui, j'ai un grand-père donc a des origines du côté des Pyrénées. Et ben, il y avait de la neige dans les Pyrénées, quoi. Voilà. Ça paraît fou. Ah oui, non, mais c'est... On rigole, mais c'est pas un sujet marrant, en fait. Ah non, mais comment dire, l'humour, la politesse du désespoir, tout ça, hein. Voilà, mais quand on dit c'était mieux avant, c'est le truc qui était mieux avant. Bon, après, le reste, ouais. Mais et oui, par moments, bah, c'est bien d'évoluer. Moi, je trouve que c'est bien de voir des œuvres avec un regard adulte. Et ce qui me fait plaisir aussi, c'est que par contre, il y a des œuvres que j'ai aimées, qui ont été des claques, et qui tiennent la route. Et ça me fait plaisir. Et c'est ce que je disais sur Excalibur de Bourman. Oui, chaque fois que je le revois, je me paye une claque en pleine gueule, et j'adore ça. Voilà, donc merci aux œuvres qui tiennent la route. Et je pense que c'est aussi un hommage à leur rendre, d'être capable de remettre en cause... quelque part, des fascinations de jeunesse qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Ouais, arrivé aussi par les thèmes qui sont un peu intemporels, en fait. Excalibur, c'est des idéaux qu'on a peut-être un petit peu tous. Peut-être pour ça aussi qu'ils claquent. Visuellement, c'est... Et mine de rien, visuellement, comme ça cherche pas à être dans, comment dire, le réalisme pur, on transcende son époque, en fait. Et c'est ça qui est vraiment beau. Et c'est ça qui fait que, mine de rien, ça, en tout cas pour moi, ça tient toujours la route et c'est toujours une claque à chaque fois, c'est ce côté... Oui, évidemment, ça correspond à aucune réalité, mais ça y gagne une intemporalité incroyable. Et donc, voilà, j'adore toujours Excalibur, alors qu'il y a des films qui ont un peu piqué à la revoyure. Et puis, c'est tant pis, quoi. C'est pas grave, en fait. Et même, c'est bien d'évoluer. Voilà, complètement, c'est bien d'évoluer. Et puis, même, je vois dans mon écriture, j'évolue aussi. Alors, pour le coup, il n'y a pas des livres que je vais renier. Parce que chacun de mes livres est le meilleur qu'il doit être, sauf La Dernière Lame, qui est un peu mon roman maudit, mais ça, je le reprendrai un jour dans l'histoire. Bref. Je sais que David Brie aussi a un livre maudit. Ouais, on a tous un roman maudit. Exprès. Oui, mais est-ce que tu as lu mon propre roman maudit? Pas encore. Voilà, donc tu peux pas me le ressortir, tu vois. La prochaine fois, je te le sortirai. Voilà, mais il y a plein de choses que j'aime dans La Dernière Lame, mais après, il y a une histoire un peu chaotique, bref. Mais par contre, je sais maintenant, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'aller ailleurs en tant qu'autrice. Et heureusement, quoi, parce que, je veux dire, si je réécrivais tout le temps le même livre, je pense que déjà, ça serait moyen pour les lecteurs. Et au bout d'un moment, je patinerais, quoi. Alors, pour revenir vite fait, quasiment clôturer l'entretien, sur donc, l'éclat de givre et alors, les reflets de lune. Donc, cet univers post-apocalyptique. Et là, on parle d'un reflet de lune. Ouais. Oula, on sent la fatigue. Donc sur ce diptyque, est-ce que tu as prévu d'en faire encore
Et comment ça t'est venu, cette idée de ce Paris post-apo, et qui en même temps paraît proche, la façon dont Chet le décrit, et en même temps est hyper glauque. Merci. Oui, hyper glauque, pour moi, c'est un compliment. Hein. J'espère que tu l'avais pensé comme tel. Voilà. Bah, en fait, déjà, ça vient de plein de choses. Je suis de région parisienne. Je marche beaucoup à pied dans Paris. Maintenant, je fais aussi beaucoup de vélo dans Paris parce que, objectivement, je suis sur le RER B et c'est pas un projet en ce moment, le RER B. Donc, voilà. Alors que Paris, ça devient, je trouve, beaucoup plus amical pour le vélo. Mais parce que j'en faisais déjà il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, en gros, tous les automobilistes voulaient notre mort. Alors que maintenant, c'est plus qu'1 sur 5. Ça a évolué. Voilà, non, franchement, c'est mieux. Après, oui, les potes qui viennent d'ailleurs et qui voient le vélo dans Paris, non mais comment tu peux faire? Tout est une affaire de comparaison, hein, par moment dans la vie. En tout cas, le vélo dans Paris, c'est ça. Bref, et donc, Paris, c'est une ville que je connais très bien, dans laquelle maintenant j'ai des tonnes et des tonnes de souvenirs, dans tellement de quartiers, c'est là que je vois que je suis vieille. Et quand je marche dans Paris aussi, c'est une ville qui, non seulement est la ville réelle, mais qui est aussi faite de plein de couches d'histoires, de toutes les histoires qu'on a racontées sur Paris. De tous les écrivains, tous les rêves. C'est une ville qui a aussi l'histoire de toutes ces révoltes, de toutes ces révolutions. Et tout ça, on le sent quand on marche dans Paris. Et c'est une ville qui me passionne et qui, par moments, j'ai juste envie de la quitter et en même temps, j'arrête pas d'y revenir. Donc voilà, j'ai ce rapport d'amour-haine avec Paris qu'on est nombreux à avoir. Et donc c'est vrai que voilà, Chet est venu de là aussi, enfin sa ville, de toutes ses réécritures. Par exemple, on a refait des maisons sur les ponts comme au 17e parce qu'il faut bien loger des gens quelque part dans ce Paris-là qui est vraiment surpeuplé sur une toute petite surface pour plein de raisons que je vous laisse découvrir. Parce qu'aussi il y a des choses qui n'existent plus aujourd'hui et qui me manquent. Bah, par exemple, il y a quand même toute une partie de Paris qui s'est beaucoup ripollinée, beaucoup embourgeoisée. Et il y a aussi des endroits dans un éclat de givre où je casse cet embourgeoisement-là, où je reviens à quelque chose de plus populaire, de plus vivant en fait. Donc ça m'a fait plaisir aussi pour ça de construire ce Paris-là. Et Chet est venu aussi, et toute ces livres-là sont venus d'un moment où j'adore le post-apo. Donc à un moment où je venais de lire plein de post-apo, mais du post-apo bien déprimant, bien désespérant. Genre au début on a envie de se pendre et à la fin c'est pire. Genre le Cantique pour Leibovitz. Et voilà aussi les livres de Jean-Marc Ney, il écrit super bien Jean-Marc Ney. Mais par contre, c'est super beau. Mais là, pour le coup, lisez-le un jour où vous avez le moral, quoi. C'est un conseil. Mais c'est tellement beau en même temps. C'est une superbe plume. Hein. Franchement, j'adore. Mais voilà. Donc bref, je lisais ça. Et à une époque où en plus, il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui avaient eu pas mal de soucis dans leur vie. Donc c'était une période un peu lourde, quoi. Et j'ai eu envie d'envoyer bouler tout ça et de parler de ceux qui survivent, de ce qui se reconstruit malgré tout, quand même, de garder l'espoir malgré tout. Donc c'est cette transmission qui revient. Voilà, et c'est de là que j'étais partie en fait. Et au départ, il y avait plein de personnages qui étaient des portes d'entrée possibles dans cet univers. Mais Chet aussi, il parle de la scène, il parle de mes années de théâtre, il parle de mon rapport à la scène, il parle de plein de choses, il parle de mon rapport aussi à cette gouaille parisienne dont j'ai parlé tout à l'heure. Et quelque part, c'était le meilleur personnage pour transmettre ça. Et donc, j'écris un éclat de givre, et bien sûr, je pense pas que ça aura de suite, quoi. Et un éclat de givre, alors le démarrage, il était pourri de chez pourri. L'éditeur osait pas me dire les chiffres de vente tellement c'était pourri en fait. Et puis il se passe quelque chose suite à un concours de circonstances. Donc il est lu par des journalistes d'Obscur Mag qui font un article dessus et là ça touche le public cible quoi en fait. Et après il se met à avoir un bouche à oreille, un des meilleurs bouche à oreille que j'ai lu et vraiment Chet c'est un de mes personnages qui a les lecteurs les plus fans, les plus accros. Merci, vous êtes tellement cool. Voilà, je vous aime mais tellement. Et donc il demande un peu une suite. Et Chet, il avait envie de continuer à vivre. Et il avait envie de continuer son histoire. Et donc voilà comment un reflet de lune est né. Et là, vraiment, j'ai pas le temps d'écrire le 3e. J'ai vraiment pas le temps. Mais Chet, il a envie de continuer à vivre. Et du coup, ça pourrait faire peut-être un petit univers de jeu de rôle à part entière. Alors, justement, j'ai commencé aussi, Chet, j'ai commencé à bosser un univers de jeux de rôle dans l'univers d'un éclat de givre parce que j'ai tout le plan de ce Paris en tête et tout. Bon, et puis à un moment, j'ai rencontré des gens dans le jeu de rôle, mais ça n'a pas pu se faire au final parce que la vie est compliquée. Mais c'est vrai que c'est tellement un de mes fantasmes en fait, un jeu de rôle dans l'univers de Chet. Mais complètement, merci quoi. J'avoue que c'est pareil. Voilà, mais j'adorerais tellement faire ça. Et il se peut qu'une certaine autrice, que nous ne nommerons pas, qui est bretonne et qui fait de l'art, mais nous n'allons vraiment pas la nommer. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais fait faire le synopsis d'un 3e dans l'univers de Chet, voilà, où Chet grandit. Chet dirige un théâtre et là, il va bientôt avoir 40 ans. Oh là là. Et il semble s'être posé, il dirige donc un théâtre avec son pianiste, qui est toujours quand même quelque part là dans sa vie.
mais simplement son pianiste va partir et Chet se demande tout à coup s'il va pouvoir assurer seul en fait. Et son pianiste part. Un certain personnage qu'on voit à la fin du 2, mais je ne vous dirai pas lequel, ne veut plus vivre la nuit comme Chet, a envie d'une vie de jour, d'une vie différente, et est en train de le quitter aussi. Et Chet voit en fait tous ceux qui le tenaient quelque part. Donc pour lui, il avait vraiment besoin pour tenir debout, qui sont en train de le quitter. Et qu'est-ce qu'il va faire alors? Il se dit que lui, tout seul, il n'arrivera jamais à tenir ce théâtre. Où va-t-il puiser cette force-là, en fait? Et donc de voir Chet se poser, Chet devenir vraiment adulte, peut-être. Ça m'intéresse énormément. Et pour ceux qui ont suivi la série, il y aurait aussi donc Sibylle, donc des enfants oracles, qui forcément, elle est devenue grand ado et puis adulte et elle a perdu ses pouvoirs. Mais finalement, c'est pas si mal pour elle parce que qu'est-ce qu'elle vient sans ses pouvoirs? Et bien peut-être qu'elle peut être libre d'inventer sa propre vie. Voilà, je ne dis pas plus. Alors pour terminer, avant d'aborder vite fait tes futurs projets, donc je pense qu'on en a déjà parlé avec ce roman maritime, moi je voulais mettre, et c'est vrai qu'on en avait déjà parlé, remettre en avant un formidable space opéra, enfin moi j'ai trouvé formidable, c'est Les Nuages de Magellan. Alors, pour moi il a un côté Albator indéniable, clairement. Et ben juste pour la petite histoire en fait, alors j'ai été élevée quasiment sans télé, on ne regardait pas de télé, promis on survit. Surtout que par contre, côté jeux vidéo, mes parents ils étaient hyper ouverts et puis ils nous amenaient au ciné, on pouvait avoir tous les livres qu'on voulait. Mes parents avaient et ont toujours des bibliothèques fabuleuses. Mais juste en fait, il y a beaucoup de dessins animés que j'ai loupés et j'ai découvert Albator après avoir écrit Les Nuages de Magellan pour la petite histoire. Alors que beaucoup de gens disent ça fait penser à Albator et oui, je comprends pourquoi, mais pour le coup, c'est pas... Je suis désolée, c'est pas une de mes références, c'est vraiment les space opéras que j'allais prendre dans la bibliothèque de ma mère qui en plus est une grosse passionnée d'astrophysique. Et Edmond Hamilton et compagnie. Et pas trop Edmond Hamilton, non, par contre. Alors, Bradbury. Bradbury Forever, ça a été un de mes premiers énormes coups de cœur en SF, quoi, Bradbury. Donc évidemment Asimov aussi. Et Dune. Dune, c'est un de mes tellement énormes coups de cœur en SF, quoi. Et là, ça se voit pas trop dans le roman parce qu'il n'y a pas trop qui restait au final. Mais avec ma mère, donc qui elle est du côté scientifique de la force, on s'est amusé à construire ensemble un vaisseau spatial, en fait, à réfléchir ensemble au vaisseau spatial, voilà, comment est-ce qu'il serait alimenté et tout, comment est-ce qu'il fonctionnerait. Et tous les trajets que font les vaisseaux ici, on les a tous faits sur de vraies cartes du ciel avec ma mère. Ça se voit pas trop dans le livre, mais ça nous a beaucoup amusé. Voilà, donc c'est quand je prends des cafés avec. Lisez Les Nuages de Magellan. Enfin, moi je l'ai trouvé excellent. Si vous cherchez de l'inspiration en jeu de rôle pour du space-up débridé, mais avec un vrai message derrière. Donc allez-y, c'est excellent. Et avec un personnage que j'avais envie de faire depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on a plein de vieux guerriers de l'espace. Donc avec des caractères complètement irascibles, avec des cicatrices partout et des passés évidemment à la fois mystérieux et passionnants. Ouais, elle en prend plein la gueule. Voilà, mais on a très peu ça en femme en fait. Et là, voilà, c'est une vieille guerrière de l'espace, couturée partout, pleine de prothèses, de cicatrices, qui en plus a perdu la mémoire, donc ça arrange pas son caractère. Et j'avais tellement envie de faire ce personnage-là un jour, et j'ai tellement adoré le faire. Donc j'ai adoré écrire ce livre. Ça, pour le coup, c'est mon roman le moins glauque en adulte. Parce que pour moi, le space opéra, c'est l'espoir, c'est l'aventure, c'est l'ouverture vers d'autres horizons. C'est les pirates avec Libertalia. Ouais, aussi. Oui, c'est évidemment du space opéra écrit comme du roman maritime. Hein, voilà, on n'en sort pas. Mais en même temps, dans mon roman maritime, les personnages, ils regardent les étoiles. Donc voilà, et pour le coup, il y a complètement des échos. Mon roman maritime est hyper glauque. Mais les personnages, ils regardent aux étoiles, et ils regardent les étoiles, pardon, et ils rêvent aux étoiles. Et puis là, voilà, c'est du space opéra, mais qui est écrit aussi comme du roman d'aventure maritime, avec de la République pirate, parce que j'adore ça. Mais écoute, on va clôturer là pour aujourd'hui. On aura sûrement l'occasion de se recroiser ailleurs. En tout cas, c'était très cool, merci. Et désolé, je parle beaucoup. Bah écoute, ça compensera ma perte de voix. Voilà. Donc merci beaucoup Estelle, et puis bah, à une prochaine. Merci beaucoup.